Bonjour à tous et bienvenue. C'est triste pour l'AS Saint-Etienne et même le football français. Pour une fois qu'un rachat se passe bien, enfin, alors que ça faisait des années, c'était le serpent de mer à Saint-Etienne, on disait que le club allait être vendu, puis tu as eu des fausses promesses, ensuite on en a voulu plus, enfin bref, vous savez que ça a été très compliqué. Puis finalement, en fin de saison dernière, l'AS Saint-Etienne est vendu à Kilmer, qui est un groupe dirigé notamment par monsieur Tenenbaum, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'argent, un homme d'affaires dont la fortune est traçable, on parle d'ambition, on va ramener des dirigeants qui connaissent très bien comme le milieu du football, notamment Ivan Gazidis qui a été à Arsenal, et puis cerise sur le gâteau, il y a une montée presque inespérée parce que Saint-Etienne fait une saison un petit peu brinque-ballante, il y a eu le changement de coach, dont on a bien s'amené la planche d'ailleurs en interne, et puis il y a cette fin de saison absolument épique, l'ambiance de Geoffroy Guichard, des renversements magnifiques, notamment ce match face à Bordeaux, Saint-Etienne perd d'1-0, une expulsion et tout ça, et puis Cardona va notamment sortir de sa boîte, véritable héros de la fin de saison dernière, et puis les Verts vont décrocher leur ticket pour la Ligue 1. Et là, encore mieux, on est cet été avec la très difficile conjoncture économique du football français. Ça fait que plein de clubs comme Reims, Montpellier, Le Havre ou Angers n'ont même pas dépensé un centime sur le mercato. Et Saint-Etienne va mettre entre 20 et 25 millions. Donc on est dans le top 10, pour vous rendre compte, des plus grosses dépenses de cet été. Des clubs comme Nice ou Lens ont dépensé moins d'argent cet été pour se renforcer que l'AS Saint-Etienne. Et Lille, c'est à peu près pareil. Donc tu te dis, c'est super, il y a tout en fait pour réussir avec ce public, enfin avec cette ferveur. C'est l'AS Saint-Etienne qui revient en Ligue 1 avec un propriétaire. Bon, on sait qu'il y a de l'argent, on sait que les dirigeants connaissent quand même le milieu du football, car ce ne sont pas des imbéciles. Et en plus de ça, tu as mis plus de 20 millions pour te renforcer cet été. Et pire encore, normalement, Saint-Etienne, comme vous savez, son business model, ça a été le trading de joueurs. Puisque chaque année en Ligue 1, le club perdait au moins entre 15 et 20 millions de déficit structurels, et donc devait vendre pour autant afin d'équilibrer les comptes. Cet été, tu ne vends pas de joueurs. Alors, tu as essayé, tu en es séparé de certains, tu aurais voulu peut-être faire une vente, finalement tu ne le fais pas. Donc quelque part, tu vas gagner en terrain et en qualité. Et puis là, on est début février. Nouvelle défaite 2-0 à domicile face à Saint-Etienne. Le club est en TP-8e, barragiste, et tu as l'impression que c'est la déprime après un mercato hivernal cataclysmique où les dossiers ont été très mal gérés. Tu te demandes clairement s'il y a un pilote dans l'avion, et c'est ça le pire. Quand tu vois le propriétaire, quand tu vois d'où vient l'argent, c'est-à-dire c'est pas les acrobaties de la finance où on va endetter Saint-Etienne pour acheter le club, t'as pas l'impression non plus que le propriétaire, il n'a pas besoin de Saint-Etienne pour faire du business ou que sais-je encore, pas du tout. On a mis des gens qui connaissent en théorie très bien, tu as mis de l'argent, c'est-à-dire que tu es dans le top 10 des clubs français qui ont le plus dépensé cet été, et tu arrives en février, et t'es barragiste. Bon, avant toute chose, on va recontextualiser, puisque comme je vous l'ai expliqué, il y a une nouvelle équipe dirigeante, notamment Ivan Gazidis, qui est connu pour ses années Arsenal, il a également été au Milan, et il a accompagné deux hommes, Hush Fahmy, qui est notamment dans toute la partie légale, qui a aussi été à Arsenal, et quelqu'un qui est beaucoup plus dans la data, John Rosenfeld. Donc ils ont ces méthodes qu'ils expliquent apporter un vent de modernité, dont le club avait réellement besoin. Et puis, ils ont laissé l'équipe en place, c'est-à-dire Loïc Perrin à la direction sportive, Monsieur Soukas, et tous les autres. Et c'est là la première erreur, parce que c'est très bien de respecter un contexte, en plus il y avait l'euphorie de la montée, tu te disais ok super, mais c'est là où tu te dis ils étaient au courant de quel club ils achetaient. Parce que tout le milieu du football français sait très bien que la Saint-Etienne était gangréné par des luttes de clans terribles, symbolisées par la lutte intestine entre les deux propriétaires, Roland Romeillet et Bernard Cayazo, ce qui fait que le club honnêtement il allait très mal. Je vous parle même pas de ce qui se passe dans la section féminine, notamment ces derniers mois d'ailleurs. D'ailleurs j'incite tout le monde, tous les gens qui voilà, sont un peu journalistes et tout, enquêtez dessus. Je vais avoir des choses assez lunaires. Le centre de formation qui était complètement gangréné, alors vous allez me dire, mais pourtant Saint-Etienne sort des jeunes, oui, parce que Saint-Etienne est très fort dans le recrutement pré-formation. Par contre, ce qui se passe aux anges, je préfère mieux me taire. C'est-à-dire que c'est plus de, ah, l'agent, le ci, le là, on va te changer. Enfin, c'est pas du sport. C'est clairement pas du sport. J'en ai parlé depuis des années. Gérard Fernandez, l'agent, Booba, etc. et tout. Enfin bref, là tu vois ça, tu te dis c'est pas possible. Mais ok, d'accord, on continue, on ne change rien. Loïc Perrin, légende du club, bravo pour sa carrière. C'est dur à dire, parce que pour beaucoup, ils vont dire oui, mais c'est la légende des Verts, donc il y en a beaucoup qui ne vont pas oser émettre la moindre voix. Mais on va être réaliste. C'est tout sauf un directeur sportif. Tout le monde est au courant dans le milieu du football français. Je veux dire, les agents, les intermédiaires, les clubs, c'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les dossiers, c'est pas le plus grand des bosseurs, on va dire, à ce niveau-là, il n'a pas vraiment de réseau, personne ne sait ce qu'il fout directeur sportif. Sauf que c'est Loïc Perrin, il faut lui trouver un poste. Ouais, mais ça n'est pas lui rendre service, n'est pas rendre service au club, parce que tout le monde est au courant et personne, excusez-moi, n'a le courage ou l'entrejambe de lui dire. Ensuite, tu gardes Soukas, bon allez, pourquoi pas, et puis tu vas rien changer. Donc là, maintenant, j'entends, il y a des audits, etc. et tout. Alors laissez-moi rigoler, parce qu'ils savent très bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, ils attendent de se prendre un mur pour réagir. Au bout d'un moment, c'est quand même très amateur. Pourquoi? Parce qu'on a une direction qui n'est pas là. C'est-à-dire que Ivan Gazidis gère le club à distance. Alors au début, ils ont dit oui, c'est possible, et je veux bien croire qu'Arsenal, un club qui est huilé, c'est possible. Et tous ces gens-là, ils ont connu le très haut niveau. Des clubs qui fonctionnaient. Pas l'AS Saint-Etienne,
où c'était, excusez-moi, le boxon, et tout le monde le sait, je veux dire, ça a coûté une descente en Ligue 2, enfin, je veux dire, tout le monde est au courant de la gestion du club quand même. Et eux non. Donc ils pensent qu'ils vont gérer à distance. Alors l'ego, je sais pas si c'est une faute d'ego ou autre, mais en tout cas ils n'étaient pas habitués, on va dire, à des clubs d'un autre niveau, d'un autre standing, où les machines sont moins bien huilées. Et vous avez Hushfami et Jason Rosdelfeld, alors qu'ils ne parlent pas français d'ailleurs, peut-être qu'ils prennent des cours. Alors ils viennent de temps en temps, ils venaient à peu près chaque semaine. Gazidis il venait une fois par mois à peu près, une fois tous les mois et demi. Propriétaire, il venait un ou deux matchs, je crois, c'est tout. Et les autres sont pas là à temps plein. Comment veux-tu gérer un club de football qui était aussi problématique alors que tu n'es pas là? On va prendre un vieux proverbe. Lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc tout de suite, les gens dont on parle, ils ont des compétences, ce ne sont pas des débiles. Le problème après, c'est l'appréhension. Est-ce que c'était la bonne méthode de se dire on va gérer à distance? Bah visiblement non. Et donc ils ont tout laissé faire. Alors oui, ils ont changé le coach. Tout le monde dit d'ailleurs que le nouveau coach c'est très très bien. Mais surtout, on a un club qui a, je crois, moins 26 de goal average, qui a une défense absolument cataclysmique, et on va revenir sur le mercato estival. Parce que je veux bien entendre, c'est Perrin, ce Chevamy, en fait, dans ce club-là, tu sais pas. Aujourd'hui, maintenant, t'as quand même une idée, mais cet été, globalement, on se rejette la faute, mais en interne, on se dit non, non, attendez, tout va bien, ce sont des jeunes, on a pris le potentiel, on a vu les data, notamment Boaké, qui sont allés chercher en Autriche et tout, mais il y a quand même aussi des questions à se poser. Davitashvili, le Géorgien qui était à Bordeaux, alors, c'est un joueur individuellement, tu le vois, s'il est dans un jour de grâce, tu te dis, mais quel joueur, Ligue des Champions. Il a une frappe, il a une qualité individuelle de dribble, ce que tu veux. Le problème, c'est qu'il a une irrégularité pas possible, et en termes de QI football, c'est très compliqué. Mais c'est un joueur qui a des qualités individuelles au-dessus de la norme, on est d'accord. Donc en Ligue 2, il avait fait quand même des choses, d'accord. Sauf que vous savez ce qui se passait pour Bordeaux. Si Saint-Etienne attend encore qu'une semaine, bah forcément, avec le statut de son joueur pro, ils allaient pouvoir le signer libre. Or, Saint-Etienne va payer un transfert. Certains vont dire 6 millions, d'autres 3 plus 3. J'ai pas la somme exacte, donc on va dire plusieurs millions, ok? Et en interne, notamment, M. Soukas, il dit non, mais attendez, si on attend, Davitashvili, c'est trop fort pour nous, on l'aura pas. Donc on est obligé de payer Bordeaux comme ça. Ok, donc de le sécuriser. Donc ça voudrait dire qu'il y avait des offres. Donc j'ai passé des coups de téléphone à Bordeaux quand même, hein. Il n'y avait pas d'offres. Mais on a dit ça aux dirigeants. Donc les dirigeants disent oui, on va mettre l'argent. Alors, on te dit non, mais on l'aurait pas eu pour Saint-Etienne. Alors déjà, on va arrêter. Davitashvili, il n'y avait pas de la terre entière qui le voulait. Libre, je veux bien, mais à la rigueur, si tu as peur de te le faire choper, tu vois avec l'agent et tu lui dis ok, on t'offre 1 million, 1 million de prime, 1 million et demi de prime à la signature, tu le sécurises la signature comme ça. Ou alors tu dis à Bordeaux, de toute façon, c'est soit vous acceptez le million, soit c'est zéro. Et tu vas pas donner autant de millions. Mais allez, soit on fait ça, pourquoi pas. Ensuite, on a Stassin, un jeune attaquant belge, 10 briques. Mais c'est pas du tout son prix. Mais ce n'est pas du tout son prix. Peut-être qu'il y a des qualités. Je ne dis pas l'inverse, c'est les jeunes. Mais 10 millions, ce n'est pas son prix. Déjà 5, c'était beau. Tu le fais à 10. Alors, déjà, t'as mis une quinzaine de millions pour ces 2 jours-là. Ensuite, t'as pris un jeune milieu de Serbie, 3 millions. Il joue quasiment pas. Ok. Peut-être, erreur de casting, il est jeune, ce que tu veux. Ensuite, Boaké, 3 millions qui vient d'Autriche, les data, ce que vous voulez. Tu prends un latéral qui jouait en Israël au Maccabi Haïfa, pour 1 million, tu fais une Issane El Hamid de Reims, etc. Brice Mobleu, le gardien de Grenoble, ok. En gros, tu dépenses entre 20 et 25 millions. C'est énorme. Quels sont les joueurs réellement qui jouent? Si t'en as un, mais il est prêté. Par Sunderland, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Bien, hein. Alors Davitashvili, oui, il a mis quelques buts, mais tout le monde voit qu'il est régulier. Et c'est pas le problème, le joueur, c'est la manière. Tu te dis, soit c'est un club complètement amateur, soit il y a autre chose. Et vu qu'on est dans le surréalisme avec la Saint-Etienne, les dirigeants ont chargé Loïc Perrin de dégraisser un peu l'effectif. Parce qu'en effet, t'as toujours des mecs comme Lamine Fomba, Masson, Ibrahim Sissoko, il y avait Cafaro finalement qui est parti, t'as Mouefek, enfin, t'as beaucoup de joueurs comme ça. On a l'impression que ça fait des années qu'ils sont là. Enfin, et là, t'es en Ligue 1, c'est vrai que l'effectif, notamment défensivement, bon, il pose question. Au milieu de terrain, t'as l'impression que c'est énormément mixé, ils sont 9 ou 10. Ou d'ailleurs, ton statut peut changer du jour au lendemain. Hein. Bouchouari, il était même pas dans le groupe en début de saison. Hein. Puis hop, je crois qu'il y avait un changement d'agent, miracle, il arrive dans le groupe. Bon. L'AS Saint-Etienne, comme je vous dis souvent, c'est la politique. Le sportif, on en est très très loin. Mais bon, t'essayes de dégraisser, tu demandes avec Loïc Perrin, dont le réseau n'est pas la grande force. Donc ça n'a aucun sens. Cet hiver, donc ton meilleur jeune, parce que pareil, on dit ouais, ton projet, c'est la data, c'est les jeunes et tout. Donc, le meilleur jeune qui sort de ton centre de formation, première offre, tu le bazardes. Tu l'envoies à Chelsea pour 15 briques. Alors c'est vrai qu'ils en avaient besoin financièrement, vous allez me dire, parce que, un, ils ont sous-estimé la perte des droits TV, hein, parce que visiblement, ça, à Arsenal, on était très fort, etc. Mais les Saint-Etienne, visiblement, c'est pas tenir les calculettes. Et donc, ils se pensaient qu'ils allaient perdre pas autant d'argent, etc. Parce que c'est un club qui est déjà en déficit structurel de entre 15 et 20 millions. Sauf qu'on est dans une année où les droits TV, c'est terrible. Donc le déficit, là, il sera entre 20 et 30, minimum. Donc ouais, t'es obligé de vendre parce qu'en plus t'as mis plus de 20 briques cet été. Donc si on compte bien, tu peux perdre 40 à 50 millions cette année. Alors tu vas me dire le propriétaire il a l'argent, mais le propriétaire c'est pas une vache à lait. Donc bah quelque part t'es obligé un peu de vendre. Donc tu vas vendre ton meilleur jeune alors que t'as dit que ton projet c'est les jeunes. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Et Cafaro, pourquoi il sort? Parce que Manuelo, son agent, il est très bon au PFC. Sinon, il ne sort pas. Ok, toi tu vas faire 2 prêts, tu vas reprendre Cardona que t'as pas pris cet été parce que t'as dit non mais en fait le salaire, je sais pas quoi et tout, c'est trop important pour nous. Pour finalement 6 mois plus tard le faire revenir. Ok, puis t'as toujours pas amélioré ta défense. Alors oui, t'as pris un défenseur en prêt français qui était en Croatie, d'accord, pourquoi pas. Mais je veux dire, tes postes au niveau des latéraux et tout fait.
Surtout que tu as un nouveau coach, qui a une philosophie complètement différente de Dalloglio, et que tu as un effectif qui n'est absolument pas complémentaire. Et tu as mis plus de 20 briques cet été. Tu as mis quasiment comme Lille, qui est en Ligue des Champions. Deuxièmement, ne pas faire le ménage dans un club avec tous les soucis qu'il y a eu, c'est une erreur colossale. Et troisièmement, leur stratégie de data. Je veux bien, la data c'est important, c'est bien. Mais à un moment donné, il y a l'humain aussi. Ton vestiaire n'est pas bon. La complémentarité de tes joueurs et tes recrues, elle ne fait aucun sens. Pour le moment, Saint-Etienne est en position de barragiste. Avec Geoffroy Guichard. Parce que je le répète, l'année dernière, la montée, c'est notamment Geoffroy Guichard. Parce qu'à domicile, il y a quelque chose. Et là, cette année, vous verrez que beaucoup de victoires ont été acquises également à domicile. Alors qu'à l'extérieur, des fois, ils prennent des claques. Enfin, donc, t'as plein de choses pour faire un super projet. Et là, on apprend que donc Loïc Perrin était plus ou moins mis sous tutelle, et notamment également sous casse, et que donc les audits et tout. Ils ont mis quasiment un an à se réveiller. Tard, hein. Parce que le problème, c'est que vu qu'ils ont mis entre 20 et 25 millions l'été dernier, et que là, il y a un déficit qui est énorme, vous croyez qu'ils vont remettre la même somme cet été? Non. Ou alors, il va falloir vendre. Tu vas vendre qui aujourd'hui? Donc, tu t'es complètement planté. Alors que tu as un propriétaire, j'allais dire, dont l'argent est traçable, qui ne fait pas des magouilles pour acheter le club, des LBO, c'est pas un acrobate de la finance, comme peut-être un voisin rhodanien. De l'autre côté, tu as mis des dirigeants qui, en théorie, connaissent le football, et j'en ai aucun doute sur leurs compétences, mais qui se sont plantés de A à Z depuis le début, avec l'équipe qui était sur place. En fait, c'est la même tambouille qu'il y a depuis des années, et c'est pour ça que les fans, à un moment donné, ils sont peut-être pas très contents. Parce que, je le répète, la guerre des clans décidée là, ça continue. D'ailleurs, il y a un problème avec Romeyer, qui est toujours un peu là, et c'est paranormal. Je n'évoque même pas le centre de formation, je n'évoque même pas ce qui s'est passé chez les féminines depuis quelques mois. Faudrait une vidéo spéciale, mais je pense qu'il y a des journalistes locaux qui font très bien leur boulot qui arriveront. Et donc tu es dans cette mélasse-là, tu arrives, tu es relégable et les gens sont pas contents. Bah ouais, ils sont pas contents. Et là tu vas à Marseille la semaine prochaine, sachant que le calendrier, ensuite tu reçois Angers, tu reçois Nice, et puis après il y a les fameux matchs face au Havre et Montpellier. Donc tu vas jouer ta survie littéralement. Contre des clubs, petite anecdote, Saint-Etienne a dépensé en transfert en un été le budget d'un an du SCO d'Angers. Bref, on pourra encore aborder quantité de choses, ça soit les performances individuelles de certains, la qualité de la défense, des latéraux, enfin bref. Il y aurait quantité de choses. Mais je vais m'arrêter ici parce que je commence aussi à avoir un petit peu mal aux jambes parce que je fais quasiment la chaise depuis tout à l'heure. On est en travaux, voilà, comme vous pouvez le voir. Hein, l'immeuble est en pleine réparation, donc c'est un peu comme la Saint-Etienne qui actuellement essaye de réparer tout ce qu'ils ont fait de mal depuis un moment, c'est-à-dire leur inaction qui est en train de leur coûter très très cher. Et on espère que pour eux, ils vont faire enfin le bon diagnostic avec des gens qui leur disent la vérité et non des gens qui leur murmurent des douces choses à l'oreille. Sur ce, keep the faith.